Oh, you hit it. In Springfield, they're eating the dogs. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. We can't stand you. You're a shit vice president. I do believe that Donald Trump is unstable, increasingly unstable. Vance is just lying. That's none of your business, and no, they don't. J'ai jamais fait ça de ma vie. You have to see the little face. There's just so much going on. Salut, c'est Gasp. On est à quelques jours de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain et je viens d'arriver ici à Philadelphie, la principale ville de Pennsylvanie, un état au nord-est des États-Unis. Vous le savez peut-être, j'ai une attache particulière à ce pays. J'ai vécu en Californie quand j'étais ado et j'ai d'ailleurs fait mes premières vidéos sur YouTube quand j'habitais encore aux US. Et je le vois depuis la fin des années Obama, il y a eu un véritable tournant politique dans le pays. Régulation de l'immigration, politique internationale, pouvoir d'achat, droit à l'avortement pour les femmes, restriction des armes à feu. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de ces Américains que tout oppose. Fervent défenseur de Donald Trump, militant engagé pour Kamala Harris, électeur encore indécis, à quelques jours seulement du scrutin. Bref, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces Américains qui vont faire basculer l'élection. Bon, mais avant d'arriver à DC, petit récap de ce qui s'est passé aux États-Unis depuis la fin des années Obama. Retour en arrière. On est le 8 novembre 2016. Le démocrate Barack Obama, président des États-Unis qui occupait la Maison-Blanche depuis 8 ans, est remplacé par un outsider complet, le sulfureux républicain Donald Trump. Le magnat de l'immobilier, devenu milliardaire, n'a pas sa langue dans sa poche. Il tient régulièrement des propos misogynes, xénophobes, homophobes. Et il faut bien le dire, ce début de mandat ressemble au candidat controversé. Il propose de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, d'abroger l'Obamacare, une sorte d'assurance santé universelle voulue, comme son nom l'indique, par Barack Obama. Sur le plan économique, Donald Trump veut aussi limiter les taxes, réglementer les entreprises locales, et sa politique semble plutôt efficace. Le chômage est au plus bas, le taux de l'inflation reste très stable, et les marchés boursiers s'envolent. Bon, ce qu'il faut bien dire, c'est que Donald Trump récolte aussi les fruits des mesures prises par Barack Obama pendant 8 ans, mais beaucoup d'Américains ont le sentiment de mieux vivre. Ça, c'est jusqu'en 2020. Car cette année-là, un truc pas cool s'abat sur le monde, le Covid-19. C'est la merde. On estime que 1 million d'Américains en sont morts. Et le Covid crée un choc pour l'économie mondiale. Tous les magasins, les écoles et les lieux publics ferment. Et alors que les US n'avaient pas besoin de ça, un autre drame secoue le pays. Le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, meurt après avoir été interpellé et maintenu violemment par terre par un policier blanc. Cet événement déclenche des manifestations sans précédent emmenées par le mouvement Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Un mouvement qui lutte contre le racisme systémique envers les Afro-Américains aux États-Unis. En novembre 2020, les électeurs américains se rendent à nouveau dans les urnes. Et ces crises successives les poussent à choisir l'alternance. C'est le candidat démocrate Joe Biden qui est élu président des États-Unis. Donald Trump, lui, fustige le résultat et refuse de reconnaître sa défaite. Le 6 janvier 2021, alors que l'élection de Joe Biden en tant que président des États-Unis est en train d'être certifiée, les partisans de Donald Trump envahissent le Capitole. Les scènes sont d'une violence inouïe. Résultat, 5 morts, et les événements mènent à une procédure de destitution, le fameux impeachment contre Trump pour incitation à l'insurrection. Impeachment qui sera finalement un échec. Du côté démocrate, la présidence de Joe Biden est marquée par une reprise économique, mais aussi par de vives critiques sur sa politique en matière d'immigration, sur les questions internationales, sur l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter aux États-Unis, mais aussi et surtout sur le propre état de santé du président américain. En juillet 2024, après un débat chaotique face à Donald Trump, il faut se rendre à l'évidence, Biden doit abandonner sa campagne. C'est donc sa vice-présidente Kamala Harris, la plus conservatrice des démocrates, ancienne sénatrice et procureure générale de Californie, qui est intronisée candidate à sa place et qui rentre dans la course à la Maison-Blanche. Personne ne s'y attendait. C'est un véritable coup de théâtre. Kamala Harris, encore inconnue du monde entier il y a 4 ans, devient un personnage de premier plan pour le poste politique le plus puissant au monde.
Entre-temps, en mai 2024, Donald Trump est condamné par la justice pour délit de falsification de documents comptables après avoir payé une actrice X pour acheter son silence. C'est le premier repris de justice de l'histoire américaine à se présenter à l'élection présidentielle. Et le candidat s'est enjoué. Kamala contre Donald, Harris contre Trump, démocrate contre républicain. Voici l'état de santé de la démocratie américaine et le drôle de contexte de cette présidentielle 2024. Ça y est, je viens d'arriver à Washington DC et vous avez dû remarquer depuis le début, j'utilise deux termes, républicain et démocrate. Pour ceux qui ne le savent pas encore, aux États-Unis, ce sont les deux grands partis politiques historiques. Le parti républicain, dont la couleur est le rouge, est traditionnellement conservateur et libéral. Les républicains sont souvent en faveur d'une politique de sécurité nationale forte. Pour eux, l'État n'a pas trop à intervenir sur l'économie. On parle parfois de ce parti comme étant celui de la droite américaine. Comme président républicain, il y a eu George W. Bush ou Ronald Reagan par exemple. Et à l'opposé des républicains, il y a le parti démocrate, dont la couleur est le bleu et qui est, lui, considéré comme progressiste. Les démocrates considèrent que l'État doit être interventionniste. En gros, aider les personnes et les entreprises en difficulté, augmenter les impôts des plus riches et favoriser l'accès à la santé pour tous. Pour les présidents démocrates, on se souvient de Barack Obama ou de Bill Clinton par exemple. On considère parfois ce parti comme étant celui de la gauche américaine, même si on compare avec notre politique française à nous, il se rapprocherait plutôt du centre. Kamala Harris est encore à milieu des idées du nouveau Front populaire. À côté de ces deux principaux partis, on retrouve les tiers partis. Cette année par exemple, il y a le parti libertarien ou encore le Parti vert des États-Unis. Et en 2020, il y avait même le birthday party, le parti de Kanye West. Bon, vous la reconnaissez certainement derrière moi. On est devant la Maison Blanche, c'est assez ouf d'être ici, c'est la résidence du président des États-Unis. Et ce président des États-Unis, il n'est pas élu comme chez nous en France, puisqu'il est élu au suffrage indirect. C'est-à-dire que c'est pas exactement les citoyens américains qui élisent le président. En fait, chaque citoyen américain va voter pour des grands électeurs qui forment ce qu'on appelle le collège électoral. Ces grands électeurs, c'est des genres de délégués de leur État qui appartiennent à l'un des deux grands partis, républicain ou démocrate, qui lui votera pour le candidat à la présidentielle affilié à son parti. En tout, aux États-Unis, il y a 538 grands électeurs et pour qu'un candidat gagne l'élection, il lui en faut la moitié plus 1, donc 270. Mais alors, comment sont répartis sur le territoire ces 538 grands électeurs? Eh bien, chaque État en a un certain nombre, à peu près proportionnel à sa population. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même des incohérences, voire des variations entre chaque État. Un État peu peuplé, comme l'Alaska, n'a que 3 grands électeurs, alors qu'un État très peuplé, comme la Californie, en a 54. Et donc là, on pourrait penser que pour avoir le résultat, il suffit d'additionner le nombre de grands électeurs démocrates et le nombre de grands électeurs républicains dans chaque État et que le parti le plus représenté gagne. Bah pas vraiment, parce que dernière subtilité, ici c'est la règle du winner takes all qui s'applique. Le gagnant remporte tout. Le parti qui arrive majoritaire dans chaque État remporte tous les grands électeurs de l'État. Si Kamala Harris n'obtient que 51% des votes des grands électeurs en Californie, elle remporte quand même la totalité des 54 grands électeurs de l'État. Ce qui donne à la fin une carte qui ressemble à ça. Des États bleus, donc démocrates, et des États rouges, donc républicains. Tout ça peut paraître assez injuste, surtout quand on sait que certains États sont rouges ou bleus par tradition. En fait, si vous êtes démocrate et que vous habitez dans le Wyoming, qui est un État historiquement républicain, vous avez en réalité très peu de chances pour que votre voix compte. En termes de représentativité, on a connu mieux. Et surtout, ce type de scrutin indirect peut créer de vraies distorsions dans le résultat du vote, entre le vote populaire, donc ce que les citoyens américains ont vraiment voté, et le vote électoral, donc ce que les grands électeurs ont voté. C'est comme ça qu'en 2016, Hillary Clinton, la candidate démocrate, avait perdu l'élection face à Donald Trump, alors même qu'elle avait obtenu plus de voix que lui au sein du vote populaire. Je vous le disais au début de cette vidéo, l'élection américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Mais en réalité, la sélection des candidats qui s'affronteront dans cette course à la Maison-Blanche commence bien avant, avec ce qu'on appelle les primaires et les caucus. En gros, des élections qui se déroulent dans les 50 États du pays et qui ont pour but de sélectionner le candidat de chaque parti. C'est un peu le moment où ils désignent leur champion, quoi. Au passage, le 5 novembre, les Américains n'éliront pas simplement leur futur président, mais aussi les membres du Congrès, donc du Sénat et de la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ces membres du Congrès, ils siègent tous au Capitole, le bâtiment qui est juste derrière moi. Mais c'est pas tout, les citoyens américains éliront leurs gouverneurs, leurs procureurs généraux, leurs maires et même, et ça je savais pas, leurs shérifs. Ah, c'est les States, ils sont efficaces, ils ont pas le time de faire comme nous les Français, des municipales, des européennes, des présidentielles, des législatives tous les 2 ans. Bon, je pense que vous l'avez compris, cette élection, elle est capitale. Et même si l'issue du vote est particulièrement certaine cette année, il y a toujours des militants sur 2, voire 3 sur 2.
Bon, le but de ce reportage, c'est de rencontrer des Américains et de discuter avec eux. Je suis donc allé voir Leslie Baum-Rossi. Leslie, c'est une Trumpiste de la première heure, une élue locale dans l'ouest de la Pennsylvanie, et elle est propriétaire d'une maison un peu particulière, la Trump House. Une maison entièrement dédiée à Donald Trump. So anyway, we have registration forms here on the wall that they can pick up. President Trump heard about the house back, this is 2016. This is cool. It says you're entering a redneck area. You may encounter American flags, American citizens, the Lord's Prayer, and country music. Proceed at your own risk. People love this stuff. So the Trump House, I created this in 2016. It was a grassroots movement. I was supporting Trump. So obviously we took this house, it's over 100 years old. It was made of insul brick, and with one coat of paint, we painted it to resemble an American flag. And that has very deep meaning and roots to a lot of people. How do you finance all this? Does the Republican That's Party? none of your business, and no, they don't. The Republican Party doesn't give me a dime. And I don't want it. I'm not connected with them. I don't sell anything. There's no exchange of money here. Bon, si on n'en saura pas plus sur le financement un peu opaque de cette Trump House, les gens qui viennent, eux, ne semblent pas vraiment s'en préoccuper. Pour eux, cette maison, c'est tout un symbole. So what does the house like represent for you? Patriotism, I guess. Go Trump! We love Trump and we want to see him win. Save America. Make America great again. That's right. That's right. Coming through. And this is where we keep all the hats. Make America great again. And that is so powerful. Now this came about, obviously, the rally in Butler. Le meeting auquel Leslie fait allusion, c'est ça. Take a look at what happened. Le 13 juillet dernier, dans la petite ville de Butler, à 1 heure de la Trump House, un jeune homme a tenté d'assassiner le candidat Donald Trump. Il a été abattu par les services secrets, mais un pompier qui assistait au meeting, Corey Comperator, est mort. Et ça, je l'ai compris sur place, ça a été un vrai trauma pour les Trumpistes. And when he stood up, you just saw fight, fight, fight. And that didn't mean go fight the Democrats. That meant fight for our democracy, fight for our freedoms, fight for our rights, fight for our future. That's how I see those fight, fight, fight. I get chills. You can see my hair standing up on my arms just because I witnessed his power, his leadership, his sacrifice. So it was very emotional. Cette image de Trump ensanglanté, le poing levé, est devenue un véritable symbole. Et moins de 3 mois après la tentative d'assassinat, Donald Trump a tenu à revenir à Butler pour poursuivre son meeting. Bon bah, comme par hasard, il se trouve que j'étais dans cette petite ville, à la frontière de l'Ohio, ce jour-là. Ça y est, je viens d'arriver au meeting de Donald Trump ici à Butler. Il y a un monde de dingue. On attend notamment Elon Musk et J.D. Vance. J.D. Vance, c'est le colistier de Donald Trump. Et ils devraient tous les trois prendre la parole ici. Leur venue est extrêmement attendue. Tout à l'heure, on a vu Donald Trump passer avec son jet au-dessus du rallye. Les militants trumpistes sont remontés à bloc. Ça promet d'être une drôle d'expérience. I hope Trump gets you gotta say no to that hoe. I take that hoe. You gotta say no to that hoe. Because that hoe is just as bad as Joe. We can't be intimidated. We cannot be stopped. We won't be denied. We will make America great again, and we're going to do it together. Make America great again. I win the election. I win the election. His name is Elon Musk. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. We had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Quel truc! J'ai jamais fait ça de ma vie. On a vu des familles, des gens venir entre amis. Des gens avaient planté leur tente, ils étaient là depuis hier soir. Il a fait un truc marrant, fort et tragique à la fois. C'est qu'il a commencé là où il s'était arrêté la fois dernière. And as I was saying, franchement, je l'ai vu, on l'a vu, cette fanbase de Trump, elle est plus solide que jamais et elle a été renforcée par les différentes tentatives d'assassinat. On ne faisait pas les malins, aucun média a été accrédité, donc on n'a pas filmé avec la grosse caméra, on a filmé à l'iPhone. Franchement, je suis content de l'avoir fait. C'était très riche et puis c'était important de voir aussi que voilà, beaucoup de médias mainstream disent l'électorat Trump, c'est des Américains, pour beaucoup abîmés par la vie. Et
On verra. En tout cas, je suis content d'avoir pu voir ça de mes propres yeux. Tiens, et d'ailleurs, en sortant du rallye, on est tombé sur cette statue à l'effigie de l'ancien président. Cette statue, c'est un artiste du coin qui l'a faite, un certain Bill Seconda. Hi Bill. Hello, how are you doing? Good and you? Good. Your trip good? Yeah. All right. Nice to meet you too. Bill est artiste depuis plus de 30 ans et construit des statues monumentales à partir de clous et de morceaux de ferraille. Politiquement, et bon bah c'est pas tellement étonnant puisqu'il a fait une statue de Trump, c'est un républicain et il compte bien voter pour le candidat le 5 novembre prochain. Je sais que tu soutiens le parti républicain, notamment Donald Trump. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Trump, we have 4 years of watching him do what he said he was going to do, and he pretty much did it. You know, then you look at Kamala Harris, and there's no accomplishments. You know, you look at the border, and what country lets in, 10 million people? Even when COVID was going on, it's like, why do some people not understand that we're not allowed to travel during COVID? L'une des principales critiques contre Joe Biden, c'était son âge. Aujourd'hui, Donald Trump a 78 ans, Kamala Harris en a 60. Est-ce que c'est un frein pour Trump d'avoir 20 ans de plus quasiment que Kamala? No, only if his competency was an issue. He's going to decline, but right now it doesn't seem to be an issue because he can get up and talk for 3 days. I mean, the guy got shot and stood up. I was blown away. How old do you say he is? 78 years old, or he stood up in total defiance. I mean, that's pretty badass, Est-ce que ça a changé ton point de vue sur le second amendement aux États-Unis? Le second amendement, c'est l'amendement de la Constitution des États-Unis qui permet notamment aux citoyens américains de porter et détenir des armes, ainsi que de se constituer en milices organisées. En fait, c'est un texte qui date de la fin du XVIIIe siècle, à la fin de la guerre d'indépendance, au moment où les ex-colonies britanniques prennent leur autonomie vis-à-vis de la couronne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, la police et l'armée sont à peine existantes et c'est à chaque individu de veiller à sa propre sécurité, ainsi qu'à celle de ses proches. C'est un peu Red Dead Redemption, si on veut. Alors, c'est resté dans la culture américaine. Malgré le fait que certains présidents comme Barack Obama aient tenté de le réguler, ce second amendement, il est considéré par beaucoup d'Américains comme l'un des fondements de leur liberté. Résultat, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus d'armes à feu en circulation que de citoyens. Maintenant, faut pas tomber dans le cliché, contrairement à Bill, 2/3 des Américains disent être pour une réglementation plus stricte du droit de s'armer. Entre Kamala Harris et Donald Trump, lequel est le plus capable de défendre ton second amendement? Oh, Trump for sure. Yeah. Harris would never protect the Second Amendment. Her political background, basically the side that she's on, kind of tells you a lot. She's never come out and said anything pro, protect your family, she said she had a gun. Yeah, I don't believe her. It's not believable. But you know what? Her security team has a gun. They're protected by guns. But they don't want us to be protected by guns. Tiens, et en parlant du second amendement, Bill m'a proposé de m'apprendre à tirer. This is where we usually do some shooting because it's the safest area. You have a big hillside behind it, and there's no houses back there. We'll try a 22 first because this is the one that's the smallest caliber. It's almost like a toy. It's lethal, but it's not really loud. And if you want, I'll fire off one round and then. Okay, so you can see that that's not very loud. Yeah. It's ready to go. So just when you pull the trigger, it's going to go off. Okay. Oh, you hit it! First shot. First one? You did. You hit First it. shot. Yeah, you got it. You can hear it when it hits the steel plate. Putain, j'ai raté une carrière, les gars. Have you ever? Shotguns are really loud. Okay. 1, 2, 3, 4. You have to be very strong. You have to learn really when we're kids, we go through hunter safety. C'est la première fois de ma vie que je tirais avec une arme à feu. Bon, c'est pas ma grosse cam, mais je suis content d'avoir essayé. Demain, on repart en ville pour aller rencontrer des démocrates. Ça va être une autre ambiance. Bon, aujourd'hui, je pars à la rencontre de démocrates. Je suis ici sur le campus de Penn State, en Pennsylvanie. Je vais rencontrer Bébar, il a 21 ans et c'est le président du club démocrate de son université. Et il fait campagne pour Kamala Harris. Il a bien voulu m'ouvrir les portes de l'association des démocrates de Penn State, dont il est le président. Tu peux me montrer différents trucs que tu as sur ton bureau? C'est quoi ça? Union Labor for Harris. Union Labor, c'est les syndicats de travailleurs. Les syndicats.
qui soutiennent Kamala Harris. Vous avez, hein, c'est un peu Stop Trump. animé, Stop Trump. L'ours, elle s'appelle Kamala Barris. Il s'appelait autrefois Joe Bear Dawn et Barack Obama. C'est un peu un jeu de mots. Là, vous avez Donald Trump. J'aime bien ça. Ça gueule un peu. Hein. Mais bon. Là, il y a des macarons électoraux. Là, toi, t'en as un, c'est Kamala is Brat. Kamala is Brat, President Harris. Voter. Avec un drapeau LGBT derrière. Ouais. Tout à fait. Donald Trump, c'est quelqu'un qui se moque des gens qui veulent changer de genre. Kamala Harris, elle n'est pas parfaite, t'en s'en fous, mais c'est quelqu'un qui respecte les choix personnels. Je crois que Donald Trump, c'est un danger, c'est une menace pour la démocratie américaine. Je crois qu'il a une vision rabougrie de ce pays, de la démocratie. Je crois qu'il ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts. Il ne s'occupera pas du peuple américain. Et bon, je crois qu'il y a une véritable différence entre les deux. Ça, c'est sûr. Le fait que ce soit Kamala Harris qui soit candidate et plus Joe Biden, ça a tout changé. Bon, on a de la chance parce que ce soir, on est invité à une watch party où des étudiants se réunissent pour regarder le débat entre les deux candidats à la vice-présidence, Tim Walz, qui est donc le colistier de Kamala Harris dans le camp des démocrates, et J.D. Vance, qui est le colistier de Donald Trump chez les républicains. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un système de duo qu'on appelle aussi un ticket. Ça veut dire que si Harris est élu, Walz devient automatiquement vice-président, et même chose dans le camp adverse. Si Trump est élu, alors c'est J.D. Vance qui l'accompagnera à la Maison-Blanche. Gun violence isn't a thing. Perpetuated by liberals. So I have the Vice President debate bingo here with me. They're all a little bit different, but bingo is a game where you just cross off the X's when something happens. He's definitely going to suck up to Trump. He's definitely going to talk about being a teacher, common good, joy, football. So this one I closed off, and he just simply didn't answer the question. Vance is just lying. There's been 100,000 more jobs. Même si certains thèmes reviennent régulièrement comme l'immigration, l'économie ou encore la politique étrangère, tous les 4 ans, d'autres sujets de société s'invitent dans le débat. L'avortement fait partie. Et d'après le Pew Research Center, 51% des électeurs américains voient le droit à l'avortement comme une priorité pour l'élection à venir, contre 40% en 2020. Il faut dire que depuis le 24 juin 2022, le droit à l'avortement est menacé aux US, puisque certains États peuvent mener leur propre politique sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. En fait, ça fait suite à une demande de l'État du Mississippi, un État assez religieux et très conservateur, qui, en décembre 2021, avait demandé à la Cour suprême de restreindre le droit à l'avortement sur son territoire. Jusque-là, c'était un droit garanti dans tout le pays par un arrêt, l'arrêt Roe v. Wade, qui date de 1973. Par 6 voix contre 3, la Cour suprême avait révoqué l'arrêt, autorisant ainsi des États à interdire aux femmes d'avorter. Dans le Mississippi, par exemple, les femmes qui avortent illégalement risquent jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 $ d'amende. En fait, l'avortement est uniquement autorisé si la vie de la mère est en danger ou en cas de viol. Beaucoup d'Américains et d'Américaines accusent l'ancien président Donald Trump d'en être responsable. C'est lui qui a nommé les 2 juges hyper conservateurs à la Cour suprême qui ont fait pencher la balance en connaissant très bien leur position sur l'avortement. Mais malgré la révocation de l'arrêt Roe v. Wade, certains militants anti-avortement demandent encore plus et manifestent devant des hôpitaux et des cliniques qui pratiquent l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pour décourager les femmes qui s'y rendent d'avorter. J'ai rencontré Claire Howson, elle fait partie de 40 Days for Life, un mouvement de bénévoles qui milite pour mettre fin à l'avortement. We pray outside of abortion facilities, and we believe it's a civil rights issue of the day, and we offer help and support when we're out there praying. And then if she can't keep the baby, she can place for adoption. But she might also choose to parent. A lot of people who think they're going to place for adoption, once they see that little face, they choose to keep the baby. You have to see the little face. Bon, clairement, on voit qu'on est face à une Amérique divisée, à des États désunis. Et en fait, en Pennsylvanie, c'est encore plus le cas. Lors des 5 dernières élections présidentielles, l'État de Pennsylvanie a voté plutôt démocrate, sauf en 2016 où il a donné ses 20 grands électeurs à Donald Trump. Mais quand on regarde les stats, on voit que ça se joue toujours à 2-3% près. Faut bien se rendre compte, c'est absolument rien, et c'est justement pour ça que j'ai choisi la Pennsylvanie comme terrain pour ce reportage. En fait, on dit souvent que la Pennsylvanie, c'est un swing state, un État pivot ou un purple state. Je vous le disais en début de vidéo, aux États-Unis, il y a des États rouges qui votent traditionnellement républicains et des
des États bleus qui votent traditionnellement démocrates. Et si on mélange le bleu et le rouge, on obtient du violet, d'où ce nom de Purple State. Et dans ces swing states, les scores des élections sont vraiment serrés et peuvent complètement basculer d'une élection à une autre. Là, pour la présidentielle de 2024, on estime qu'il y a entre 6 et 9 États concernés par ce swing, qui pourrait donner entre 77 et 163 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour remporter la victoire. Bref, leur poids est considérable et ils se retrouvent donc au cœur de toutes les stratégies électorales. En vrai, si on se met du point de vue des candidats, il y a assez peu d'intérêt à faire campagne dans un État qui leur est traditionnellement favorable, ou au contraire carrément hostile. Les démocrates par exemple, ils font très peu campagne en Californie ou à New York, parce que en fait là-bas ils sont sûrs de gagner. Comme Trump va pas faire meeting en Alabama ou dans le Missouri, où il a ses premiers fans. Mais ici, en Pennsylvanie, chaque voix compte et peut rapidement faire basculer l'élection. Et vous allez voir, il n'y a pas que des convaincus. Au milieu des pro-Trump et des pro-Harris, on trouve un groupe d'électeurs trop souvent invisibilisés, et pourtant au rôle déterminant, les indécis. Je vous le disais juste avant, mais en Pennsylvanie, le résultat des élections va être hyper serré. À chaque fois, ça se joue à 2-3% près. Or, dans l'État, on estime qu'il y a à peu près 2% d'indécis dans cette élection. 2% de près de 10 millions de votants en Pennsylvanie, donc environ 200 000 personnes qui ont le pouvoir de décider du prochain président des États-Unis qui représentera 345 millions d'Américains. C'est fou quand même. Parmi eux, il y a Evan. Evan, il est étudiant à Penn State University, démocrate de cœur, même si pour cette présidentielle, certaines positions récentes de Kamala Harris le font vraiment hésiter, comme par exemple sur le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. I think it's a little hypocritical to continue to call for a ceasefire and continue at the same time to send weapons to the Israeli government. I think Kamala Harris could do herself a big favor by calling out the Netanyahu government, calling out his negligence, his unwillingness to negotiate. By not calling more for a ceasefire and doing more to call out the Israeli government, she's losing a lot of Muslim voters and young voters in general. Beaucoup lui reprochent quand même de ne pas avoir été désigné par une primaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? I would have liked to have a primary. Unfortunately, the way the Democratic Party operates is very undemocratic, unironically. But I can understand, like, the proximity of the election. I can understand why there wasn't a primary, even though I would have liked to have a primary. And this is the most important state in the election. Whoever wins PA will win the election, pretty much. La Pennsylvanie, c'est un État clé qui sème le doute dans l'esprit des électeurs. Et si certains, comme Evan, vont voter à contre-cœur, d'autres Américains sont encore prêts à complètement changer d'avis. C'est le cas de Lynn Kelleher. Elle est agente immobilière depuis plus de 30 ans, et après avoir voté pour Donald Trump en 2016, elle ne compte pas réitérer. I am a registered Republican. I have been my whole life. I voted for Trump in 2016. I held my nose while I did it because I didn't like him as a person. I think he's divisive. I think he's an angry man, but I thought he might shake things up. Comme beaucoup d'Américains, Lynn est critique des deux candidats qui se présentent à l'élection de novembre. Et si Trump en prend pour son grade, Harris n'est pas en reste. Back in 2020, she didn't even make it to the first round. She dropped out early. People didn't like her. And some of the things that she said back then and what she's saying now are in stark contrast to each other, and she hasn't explained it. All she says is that her values haven't changed or her morals haven't changed. Okay, that's great, but your policies have. Her policies on the border, she wanted to decriminalize the border, well now she's singing a different tune. And because she hasn't put herself out there, the American people haven't had a chance to vet her. Lynn m'a aussi beaucoup parlé d'économie, qui semble être la thématique numéro 1 pour beaucoup d'Américains dans cette élection. In terms of the economy being the most important issue for most Americans, and it is. Trump talks about tariffs. He says he's going to reduce inflation to zero, but talks nothing about how he's going to do that. Kamala talks too about giving, a $6,000 child tax credit. Well, where's that money coming from? How are you paying for that? There's so much going on in this election. Every day, there's some new, whether it's, Haitians eating pets,
or some other wild thing that's been, you know, somebody leaving the race, somebody getting shot at. Today, I'm leaning towards Harris just because Trump continues to dig himself a deeper and deeper hole in my mind in terms of hateful, ugly rhetoric that is meant to incite and divide. Ce qui me frappe, c'est que les dynamiques électorales bougent tout le temps et la démographie du vote, en gros, quel groupe de personnes vote pour qui et pourquoi, eh ben, elle a aussi beaucoup changé ces dernières années. Je suis allé en parler avec Rassan Maxwell, un professeur de sciences politiques à New York University. Il est spécialisé dans la politique comportementale aux États-Unis et en Europe. Est-ce qu'il y a eu un changement, tu penses, de communautés qui se sont déplacées du vote républicain ou démocrate depuis 2020, la dernière élection présidentielle américaine? Yes, exactly. I mean, you are seeing more moderate Republicans who are thinking about either not voting or voting for the Democrats, voting for Harris. There's also been some movement towards Trump from other communities as well. The Black Americans and African Americans voting more for Trump. And there's this stereotype that people like his strongman swagger and something about his machismo or something about his even his sexism might appeal to some of these communities. On se souvient, en 2020, 61% des électeurs latinos ont voté pour Biden, donc pour les démocrates. Sauf qu'en juillet, les dernières études, quand Biden était encore candidat, c'était plutôt 50% Biden, 50% Trump. Comment on explique aujourd'hui que Donald Trump arrive à reséduire cette communauté latino-américaine alors qu'il a longtemps insulté, il a été raciste, il a eu des sorties atroces envers cette communauté? It's important to remember that even if Donald Trump is racist, it's not only white people who can be racist. So there are plenty of racist people in all communities, including Latinos, and especially this is a common thing where you have immigrants who have arrived earlier and they don't want to have the next wave of immigrants coming because they feel like they had a better situation. But there's also the phenomenon of, which is very similar to Europe, in that a lot of these Latino immigrants and other immigrants or other minorities as well have cultural values that are very conservative. As they get adjusted to America, in many ways it was natural that they would start to shift in line with their conservative values. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs comme Elon Musk, comme des financiers de la Silicon Valley qui financent Trump, qui soutiennent Donald Trump, alors même que l'État de la Californie est historiquement bleu, démocrate. C'est quoi, comment tu expliques ce paradoxe, ce switch qui s'opère en ce moment dans la vallée? I think there are a number of things going on. One is that in many ways, Silicon Valley, these are big business people. So in many ways, they're going to like a Republican Party. In addition, in recent years, the Democrats have become more forceful at regulating these social media companies and technology companies, as you've done more aggressively in Europe. And so these are people who want a good business environment. They have a very inflated ego and a sense that they are larger than life, larger than the country. Elon Musk wants to relocate to Mars. Like they have these plans for starting new societies. And so Trump and his larger-than-life character appeals to them on those dimensions as well, as opposed to Harris, who's a regular politician. Bon, clairement, le vote américain a beaucoup bougé en seulement quelques années. Des communautés qui, historiquement, votaient plutôt démocrates, votent aujourd'hui républicains et vice-versa. Et en off, après l'interview, le professeur Maxwell m'a parlé d'un autre élément qui influence le vote pour cette élection en particulier, les micro-influenceurs. Alors, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais je vais m'en renseigner. Bon, je viens d'entrer au Airbnb pour essayer de comprendre ce truc des micro-influenceurs. Et je suis tombé sur pas mal de vidéos. I wanted to take the time to talk about the Inflation Reduction Act and how it impacts us while I upcycle this maxi skirt. The Inflation Reduction Act is a federal legislation passed in 2022, and it is the largest federal investment towards fighting climate change. Buying a home in LA feels out of reach, and rising rent prices keep pushing people out of the city. It reminded me how important it is to get involved and support legislation that combats this housing crisis, like the White House's new plan to lower housing costs and increase supply. À première vue, ces deux femmes n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, si on écoute bien leur discours, entre un tuto couture DIY et une visite de maison, on nous explique pourquoi le Reduction Inflation Act, la loi sur la réduction de l'inflation portée par Joe Biden, est formidable. Ou encore, pourquoi il faut soutenir les mesures des démocrates pour réduire le prix de l'immobilier à Los Angeles. En fait, les partis politiques américains ont très bien compris que s'ils voulaient aller chercher le vote des moins de 30 ans,
il fallait se mettre à la page. Ces dernières années, ils ont de plus en plus essayé de choper des gros influenceurs ou créateurs de contenu. Donald Trump s'est fait inviter chez Logan Paul, mais eux là, même s'ils ont beaucoup moins d'abonnés, ils sont aussi redoutablement efficaces parce qu'ils s'adressent à des communautés hyper ciblées, souvent locales et hyper loyales. Bon, et petite parenthèse et giga coup de bol, en lisant des articles sur le sujet, je suis tombé sur 7 articles et il se trouve que la personne qui l'a écrit, c'est un de mes super potes, donc je vais essayer de l'appeler. Salut François. Salut Gaspard. L'intérêt des micro-influenceurs, c'est qu'on va finalement effacer le parti et le candidat au profit d'une incarnation qui est celle de quelqu'un qui pourrait être ton voisin, ton ami, et en qui du coup tu vas avoir beaucoup plus confiance. Et donc tous les publics qui sont un peu plus éloignés de la politique, qui s'en désintéressent ou qui s'en méfient, vont être beaucoup moins méfiants en étant confrontés à un contenu créé par un micro-influenceur qu'il connaît, à qui il est habitué, qui fait quasiment partie de son quotidien. Et donc on a là quelque chose qui se rapproche finalement presque plus du porte-à-porte, sauf que là, au lieu de venir toquer à ta porte, là c'est quelqu'un qui te ressemble qui va venir toquer à ton feed et te proposer des contenus en fonction de tes problématiques, dans ta zone géographique, sur un ton et dans des codes qui te parlent à toi. Mais il n'y a pas de règle aux États-Unis. En France, on sait aujourd'hui, avec la loi influenceur, que c'est absolument interdit pour un créateur de contenu ou une créatrice de contenu de faire la promotion d'un produit sans en avertir l'audience. Il n'y a pas de règle comme ça aux États-Unis ? Aujourd'hui, le fait d'utiliser des influenceurs dans une campagne politique, c'est un peu le Far West aux États-Unis et pas mal d'influenceurs aujourd'hui ne déclarent pas forcément que les contenus qu'ils publient sont sponsorisés par des partis ou des PAC. Alors parle-nous un petit peu de ces PAC, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est des groupements d'intérêts qui ont d'abord un intérêt financier, c'est-à-dire lever des fonds pour défendre la candidature de tel ou tel. On sait qu'Elon Musk a créé son propre PAC pour soutenir Donald Trump. Il a mis 71 millions de dollars, je crois, pour financer sa campagne. Les super PAC, justement, ils ont le droit de financer de façon complètement illimitée les campagnes des candidats, ce qui pose évidemment question parce qu'ils n'ont pas forcément de compte à rendre aux électeurs dans la réglementation électorale. Bon, ça y est, retour à Paris. Je ne serai pas ici pour les résultats le 5 novembre. Je vais suivre tout ça avec beaucoup d'attention parce qu'il faut bien le comprendre. Les enjeux de cette élection sont immenses. Le président des États-Unis, il a le pouvoir d'impacter la vie évidemment des citoyens américains, mais aussi celle des citoyens du monde entier. En 2010, par exemple, quand Barack Obama annonce financer le dôme de fer, ce dispositif conçu par Israël pour détruire les roquettes tirées depuis Gaza et le Liban dans un rayon de 70 km, il change complètement les règles du jeu au Moyen-Orient. Quand Donald Trump promet de stopper la guerre en Ukraine, sans préciser clairement qui il soutient, il laisse planer le doute sur une potentielle guerre plus globale en Europe. Et quand Kamala Harris participe au vote sur l'Inflation Reduction Act, l'une des plus grandes lois pour le climat, elle dessine non seulement le futur des États-Unis, mais elle donne une ligne directrice très forte aux autres pays du monde. Parce qu'on adore les Américains, mais ils sont très loin quand même d'être écolos. Le 5 novembre prochain, ces Américains ont le pouvoir de faire basculer l'élection. Qu'ils soutiennent Donald Trump, Kamala Harris ou qu'ils soient encore hésitants, leur vote se répercutera sur vous, sur moi. C'est un choix entre deux visions du monde. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. Bon, j'espère que ce reportage aux États-Unis vous aura plu. C'était Gaspard G. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça permet vraiment de soutenir mon travail. Et au quotidien, je vous donne rendez-vous sur Instagram.